Dans les Ria galiciennes, là où l'océan a dicté la vie de générations entières, émergea une figure destinée à devenir l'un des noms les plus marquants de l'histoire criminelle de l'Espagne. Ce n'était ni un politicien, ni un entrepreneur traditionnel. C'était un homme qui bâtit un empire de cocaïne, capable de résister au passage du temps, aux opérations policières et aux frontières judiciaires. Un personnage que la presse et les tribunaux finiraient par appeler le Pablo Escobar galicien, méticuleux, calculateur, insaisissable. Tandis que d'autres parrains tombaient, lui trouvaient toujours le moyen de se relever. Ni les prisons, ni les rafles massives, ni les amendes colossales ne purent l'effacer de la carte. Aujourd'hui, après plus de 70 ans de vie, son nom figure encore dans les dossiers judiciaires et les rapports des principales agences de sécurité. Ceci n'est pas seulement l'histoire d'un trafiquant de drogue. C'est le récit de José Ramón Prado Bugallo, plus connu sous le nom de Cito Miñanco. José Ramón Prado Bugallo est né le 23 septembre 1955 à Cambados, dans la province de Pontevedra, fils d'une famille de tradition maritime, connue dans la région sous le nom de Os Miñanco. Il grandit entouré de filets, de marais et de travaux de pêche. Dans la Galice rurale de l'après-guerre, l'éducation n'était pas toujours accessible à tous. Comme beaucoup d'enfants de sa génération, il quitta l'école avant l'âge de 15 ans pour se consacrer à la rude vie de la mer. Durant son adolescence, il travailla comme pêcheur et ramasseur de coquillages. L'estuaire fut sa première école, l'océan son principal maître. Mais, à la différence des autres jeunes de son entourage, Miñanco commença très tôt à enfreindre les règles. Tandis que la majorité respectait les méthodes de pêche traditionnelles, lui expérimentait des techniques illégales, comme le chalutage à bord d'embarcations plus puissantes. Son attitude mêlait ambition et défi. Il voulait plus que survivre. Il cherchait à prospérer à tout prix. Ce garçon de mer, apparemment ordinaire, allait devenir la graine d'un réseau criminel qui finirait par défier des gouvernements entiers et relier la Galice aux cartels les plus puissants de la planète. En 1971, à peine âgé de 16 ans, Miñanco rêvait d'un autre destin, le football. Il rejoignit l'équipe junior du Juventud de Cambados, où il fit preuve de discipline et de constance. Cependant, il n'avait pas le niveau requis pour atteindre l'équipe première. Ce rêve sportif s'éteignit rapidement, bien qu'il le reprendrait quelques années plus tard depuis une position inattendue. Les années 60 et 70 en Galice furent des temps mouvementés. La dictature continuait de marquer la vie quotidienne. L'industrie offrait peu de débouchés. Et dans les villages côtiers, comme Cambados. Dans ce contexte, beaucoup apprirent à évoluer sur la frontière entre la légalité et la nécessité. Pour certains, la désobéissance devint un moyen de survie. Et pour Cito Miñanco, cette frontière se transforma en une porte d'entrée vers un chemin qui le mènerait bien plus loin. De nombreux jeunes de cette Galice sans avenir clair étaient confrontés à un choix difficile. Accepter la pénurie comme destin ou chercher des raccourcis pour survivre. Dans cet environnement, la ruse, la malice et la désobéissance cessèrent d'être de simples défauts pour devenir de véritables outils de vie. Cito Miñanco ne se contenta pas de la routine maritime. Il ne voulait pas être un parmi tant d'autres. Son ambition était autre. Non pas seulement travailler sur l'océan, mais le dominer. Au début des années 80, il fit le saut qui allait marquer sa vie. Il abandonna la pêche traditionnelle et se lança dans la contrebande de tabac, une activité qui, en Galice, se situait à mi-chemin entre le toléré et l'illégal. Pour de nombreux habitants, ce n'était pas un crime, mais un commerce frontalier qui générait d'importantes sommes d'argent dans une région où les opportunités manquaient. Le tabac blond, principalement en provenance des États-Unis, arrivait dans des cargaisons dissimulées et était distribué à bord de vedettes rapides qui profitaient de l'obscurité pour échapper aux patrouilles. C'était un jeu de vitesse, de risque et de précision. En peu de temps, Miñanco devint un maître des hors-bords. Non seulement il les pilotait avec une habileté exceptionnelle au milieu du brouillard atlantique, mais il participait également à leur conception et à leur construction dans le chantier naval OFO. Chaque vis, chaque modification, était supervisé avec un esprit méticuleux et calculateur. Son perfectionnisme le distinguait et le rendait presque intouchable dans ses eaux.
Son adresse attira l'attention de la ROS, l'une des organisations de contrebande les plus influentes de l'époque. C'est là qu'il commença à tisser un réseau de contacts qui deviendrait plus tard essentiel pour étendre son pouvoir. Mais en 1983 vint sa première chute. Lors d'une opération contre la contrebande de tabac blond, Cito fut arrêté. Il passa 6 mois à la prison d'Aparda, à Pontevedra, puis fut transféré à la célèbre prison de Carabanchel, à Madrid. Cet emprisonnement marqua un tournant décisif. Derrière les murs de Carabanchel, Cito entra en contact avec des membres du cartel de Medellín, alors l'une des organisations criminelles les plus redoutées et violentes du monde. C'est là qu'il fit la connaissance de Jorge Luis Ochoa, un éleveur colombien qui, avec ses frères, comptait parmi les fondateurs du cartel. Les Ochoa partageaient la direction du narcotrafic colombien avec d'autres noms qui allaient bientôt devenir synonymes de terreur et de pouvoir. Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha et Carlos Leder. Cette rencontre, qui aurait pu sembler fortuite, changea sa trajectoire à jamais. Il était entré en prison comme un simple contrebandier galicien. Il en sortirait avec un pied dans la scène internationale du narcotrafic. Lorsqu'il retrouva la liberté, Miñanco n'était plus le même homme. Il ne revint pas à la contrebande comme avant. Il la transforma avec une nouvelle vision, celle d'un cacique moderne, un homme qui aspirait à bien plus que de l'argent facile. Il recherchait l'influence, le respect et une place dans l'histoire du narcotrafic mondial. Son ancrage demeura toujours à San Tomé, le quartier de pêcheurs de Cambados, où il était né et avait grandi. Là, tout le monde le connaissait. Il n'était pas le type de parrain qui imposait la peur par la violence. Au contraire, il cultivait une image de proximité. Il saluait les voisins, parlait naturellement dans la rue, se laissait voir avec les enfants et participait à la vie locale comme n'importe quel habitant. Pour beaucoup, il était presque un bienfaiteur, un homme qui avait réussi sans oublier d'où il venait. Ceux qui le connaissaient de plus près, toutefois, le décrivent autrement. Intelligent, froid, calculateur, toujours calme. Ce sang-froid le distinguait des autres parrains impulsifs et sanguinaires. Il savait prendre des décisions difficiles sans élever la voix ni perdre sa maîtrise. Deux passions marquèrent sa vie et lui servirent de vitrine: le football et la vitesse. Il admirait la manière dont Pablo Escobar, en Colombie, utilisait le football comme plateforme de pouvoir et d'influence sociale, finançant des équipes et s'entourant de voitures de luxe. Et il voulut l'imiter. En 1986, Cito Miñanco réalisa une partie de ce rêve en achetant le Juventud de Cambados, le club de son village. L'investissement fut immédiat et les résultats spectaculaires. Sous sa direction, l'équipe connut sa période la plus glorieuse. Grâce au soutien économique qu'il apportait, elle obtint 2 montées consécutives et atteignit des divisions jusque-là inimaginables. En 1989, l'histoire semblait se refléter à des milliers de kilomètres de distance. Tandis qu'Escobar célébrait à Medellín la Copa Libertadores, remportée par l'Atlético Nacional, à Cambados, Miñanco fêtait la montée de son équipe en Segunda División B, le plus haut niveau jamais atteint dans l'histoire du club. Cette même année, le Juventud de Cambados atteignit un jalon inattendu: jouer au Santiago Bernabéu contre la filiale du Real Madrid. Certains de ces joueurs furent même testés par le centre de formation madrilène, un fait qui nourrit la fierté de Miñanco et de tout le village. Cito vécut cette période comme sa propre consécration sociale. Il répétait souvent que, s'il pouvait recruter un joueur, il n'achèterait pas de défenseurs, mais des gardiens. Les matchs se gagnent derrière, dans les buts. Une phrase qui reflétait sa manière de voir la vie. La sécurité avant le risque ouvert. Le football fut sa passion, mais aussi sa façade parfaite. Sous l'apparence d'un entrepreneur sportif se cachait la véritable machine qui le soutenait. La contrebande de tabac, qui lui avait servi d'école et de couverture, était devenue trop étroite. À la fin des années 80, Miñanco était déjà pleinement plongé dans le narcotrafic, tissant un réseau de contacts internationaux qui allait bientôt le placer au centre de la carte européenne. Le succès en Galice n'était qu'un début. Pour Miñanco, le véritable commerce se trouvait au-delà de l'Atlantique. Durant la seconde moitié des années 80 et le début des années 90,
le Panama s'imposa comme un point névralgique des routes mondiales de la drogue. Sa position géographique, ses ports, un système financier perméable et sa proximité avec la Colombie en firent un enclave stratégique pour les cartels et pour ceux qui, comme Miñanco, cherchaient à étendre leur empire au-delà de l'Europe. C'est au Panama que Cito Miñanco fit la connaissance d'Odalis Rivera, une jeune femme liée à des cercles influents du pays. Ce qui, au départ, semblait être une relation personnelle devint rapidement une alliance stratégique. Rivera devint plus que sa compagne. Elle se transforma en une pièce clé du mécanisme du narcotrafic international. En peu de temps, Odalis cessa d'être une figure mondaine de la haute société panaméenne pour diriger des affaires servant de couverture à des opérations illicites. Parmi elles, se distinguait la boutique Rivera, située en plein cœur du centre financier de la capitale. Derrière ses vitrines de luxe et d'élégance, le local dissimulait un flux constant d'argent provenant du trafic de cocaïne. Lorsque Miñanco fut emprisonné en Espagne, au milieu des années 90, les rapports des autorités indiquent que ce fut Odalis qui prit la tête du réseau. Elle maintint les liens avec les fournisseurs et les partenaires stratégiques, veillant à ce que la cocaïne continue d'arriver en Europe. Selon des documents de la police, le Panama s'était consolidé, à cette époque, comme un immense entrepôt de drogue, un point névralgique où convergeaient à des cargaisons de cocaïne et d'héroïne en provenance de Colombie et du Mexique, avant d'être expédiés vers le vieux continent. En 1999, la trajectoire d'Odalis s'interrompit brutalement. Elle fut arrêtée au Panama et accusée de trafic de drogue. Condamnée à 80 mois de prison, elle purga environ les 2/3 de sa peine et fut libérée en 2004. Malgré cela, les soupçons entourant son activité ne disparurent jamais. Une fois libre, on pense qu'elle réorganisa sa structure avec de nouveaux collaborateurs spécialisés dans des opérations à haut risque, telles que le fameux volcado de drogas, une pratique violente et dangereuse consistant à intercepter les cargaisons d'organisations rivales afin de se les approprier et de les redistribuer en Europe. À cette époque, le contact avec Miñanco se maintenait par l'intermédiaire d'avocats et de prête-noms au sein d'un réseau de communication crypté reliant les prisons espagnoles à des bureaux panaméens et des résidences privées. Les rapports de police suggèrent qu'à ce stade, la relation personnelle entre Miñanco et Rivera était déjà sérieusement détériorée. Cependant, sur le plan criminel, ils restaient unis par intérêt commun. Elle déplaçait les pièces en Amérique latine, tandis que lui consolidait son pouvoir en Europe. À Cambados, Miñanco travaillait parallèlement sur une autre facette, celle d'un entrepreneur respecté. Aux yeux de nombreux habitants, il n'était plus seulement le contrebandier qui avait fait fortune, mais un homme qui investissait dans le sport, créait de l'emploi et participait à la vie publique de la région. Mais sous cette façade, continuait d'opérer ce qu'il était vraiment. Un parrain qui, même à des milliers de kilomètres, traçait des routes internationales de drogue entre l'Amérique et l'Europe. À Cambados, la figure de Cito Miñanco avait deux visages. Pour beaucoup d'habitants, il était l'homme qui avait changé le destin du club de football local, l'entrepreneur qui offrait du travail et le marin qui avait su prospérer à partir de rien. Un exemple de réussite dans une terre façonnée par la rudesse de la mer. Certains le voyaient même comme un héros populaire, symbole du triomphe des siens. Mais derrière cette façade aimable se cachait une réalité bien plus sombre. Tandis que le ballon roulait sur les stades, des tonnes de cocaïne traversaient l'Atlantique sous la protection de la nuit. Ce qui avait commencé avec le tabac de contrebande s'était transformé en une organisation logistique capable de transporter des marchandises illégales par mer, air et terre. En silence, Cito Miñanco était devenu l'un des trafiquants de drogue les plus influents d'Europe. Le premier grand coup porté à cette structure eut lieu en juin 1990. L'Espagne vivait alors une période de transition. La démocratie se consolidait, mais les institutions étaient encore mal préparées pour affronter la montée du narcotrafic. C'est dans ce contexte qu'est née l'opération Nécora, considérée comme la plus grande offensive contre les réseaux criminels en Galice. L'opération fut dirigée par le juge Baltasar Garzón et le procureur Javier Zaragoza. Plus de 350 agents, issus de différents corps, firent irruption par surprise dans la région de Osalnes. Cambados, Villa Garcia de Arousa et d'autres localités se réveillèrent avec leurs rues envahies par la police. L'objectif,
démanteler les anciens contrebandiers de tabac qui avaient fait le saut vers le commerce de la cocaïne. Dans les rapports figurait en bonne place le nom de Cito Miñanco, désigné comme une pièce clé du réseau galicien. Cependant, il parvint à échapper à la première vague d'arrestations. Ces jours-là, il se trouvait au Panama, occupé à des réunions et à des opérations liées au trafic international de drogue. Tous ses collaborateurs n'eurent pas la même chance. Son lieutenant, connu sous le surnom de Danielito, fut arrêté à Cambados. Dans les mois qui suivirent, l'enquête se concentra sur des écoutes téléphoniques, des mouvements financiers et des témoignages révélant la véritable ampleur du réseau. Ce que les enquêteurs découvrirent allait bien au-delà de la Galice. Les preuves indiquaient des connexions directes avec les cartels de Medellín et de Cali, ainsi qu'avec des figures internationales du narcotrafic telles que Juan Ramón Mata Ballesteros, Pablo Escobar et Fabio Ochoa Vázquez. Le réseau galicien n'était pas un groupe isolé. Il faisait partie d'un circuit mondial qui approvisionnait l'Europe en cargaisons massives de cocaïne. En janvier 1991, la chance de Miñanco changea. Après être revenu en Espagne, il fut localisé dans un chalet de Pozuelo de Alarcón, à Madrid. Il y fut arrêté, accusé d'avoir coordonné l'entrée d'au moins 2500 kilos de cocaïne en Europe à travers un système de sociétés. Écran répartis entre l'Espagne, la Belgique et le Panama. Lors de cette même opération, les autorités saisirent 125 kilos de cocaïne dissimulée dans un véhicule. Le coup eut une énorme répercussion médiatique. Pour la première fois, le nom de Cito Miñanco ne résonnait plus seulement dans la presse galicienne, mais apparaissait aussi dans les titres nationaux et internationaux directement liés à un réseau connecté à l'Amérique latine. En mai 1993, commença son procès devant l'audience nationale. Le parquet le présenta comme l'un des chefs du narcotrafic galicien et demanda pour lui jusqu'à 50 ans de prison. L'accusation comprenait une longue liste de délits: trafic de stupéfiants, contrebande, faux en écriture, évasion de devises et corruption. Le procès fut suivi de près par l'opinion publique et les médias. Jamais auparavant un contrebandier galicien n'était allé aussi loin dans la structure du narcotrafic international, ni n'avait été aussi clairement relié au grand cartel colombien. L'atmosphère dans la salle d'audience était tendue et chargée d'attente. Finalement, le verdict tomba. 20 ans et 3 mois de prison, assorti d'une amende de plusieurs millions pour blanchiment d'argent et falsification de documents. Ce jugement semblait être un coup fatal, le début de la fin de sa carrière. Cependant, Miñanco possédait une qualité qui le distinguait: sa capacité à revenir encore et encore. Après avoir purgé à peine 7 ans, il obtint la liberté conditionnelle. Mais loin de se retirer, il revint avec encore plus de force. Peu de temps après, il fut de nouveau arrêté, cette fois dans son chalet de Villaviciosa de Odón, à Madrid. On le surprit alors qu'il coordonnait l'une des opérations les plus ambitieuses de son organisation: le transfert de 5 tonnes de cocaïne dans les eaux internationales, près de la Guyane française. L'opération avait été planifiée avec une précision extrême depuis une base discrète en Amérique du Sud, et Miñanco supervisait personnellement chaque détail. Le plan était d'une ampleur colossale. La structure se divisait en 2 blocs bien définis. Un bloc espagnol, dirigé directement par lui. Un bloc colombien, lié historiquement à l'ancien cartel de Medellín. L'objectif était clair: transporter plusieurs tonnes de cocaïne depuis la côte sud-américaine jusqu'aux Ria galiciennes, en utilisant des navires marchands modifiés et des routes soigneusement choisies, à l'écart de la surveillance européenne. Le lien entre les deux côtés de l'Atlantique était garanti par un intermédiaire colombien, identifié dans les documents sous le nom de Mauricio. Son rôle était crucial. Il servait de pont entre les fournisseurs d'Amérique du Sud et les distributeurs européens. Il coordonnait les contacts, ajustait les calendriers et facilitait la logistique. Son rôle était essentiel pour que l'opération fonctionne avec la précision d'un mécanisme quasi militaire. Cette opération révéla l'ampleur réelle du pouvoir atteint par Cito Miñanco. Il n'était plus le contrebandier galicien qui profitait de l'estuaire pour déplacer du tabac ou de petites cargaisons. Il était désormais l'architecte d'un réseau international capable de négocier avec les héritiers du narcotrafic colombien et de coordonner des cargaisons de plusieurs tonnes traversant l'Atlantique
avec une précision logistique presque militaire. Le contact colombien connu sous le nom de Mauricio était bien plus qu'un simple intermédiaire. Il avait pour mission de relier les producteurs d'Amérique du Sud aux distributeurs européens. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'à travers ces négociations s'ouvrait aussi la porte à l'une des infiltrations les plus ambitieuses jamais menées par la DEA et d'autres agences internationales. Grâce à cet accès, des agents infiltrés et des témoins protégés furent intégrés et se présentèrent comme membres de l'équipe logistique de Miñanco. Ils adoptèrent de fausses identités. Certains se firent passer pour marins, d'autres pour techniciens de navigation, et quelques-uns même pour responsables de la sécurité lors des transferts. Leur mission était claire: pénétrer le cœur de l'opération, gagner la confiance du cercle proche et recueillir des preuves solides capables de soutenir une accusation internationale. En décembre 2000, l'un de ces infiltrés remit à la police canadienne des informations d'une immense valeur: itinéraire maritime, nom clé, date précise des transferts. L'étau commençait à se resserrer. Peu après, un second témoin protégé se joignit à l'opération. Il prit le rôle de capitaine du navire chargé de transporter la drogue. Pour donner un réalisme total à la couverture, le bateau fut acheté légalement et rebaptisé Agios Konstantinos, suivant les instructions directes des trafiquants. Chaque détail avait été planifié. Documents, immatriculation, pavillon. La façade devait être irréprochable pour éviter tout soupçon. En janvier 2001, la DEA informa officiellement la police espagnole de l'ampleur de l'opération. À partir de ce moment, les surveillances se multiplièrent de manière coordonnée dans plusieurs pays simultanément. Dans des hôtels discrets, des ports isolés et des bureaux fermés, se tinrent des réunions secrètes avec un seul objectif: déterminer le point exact où serait chargée la cocaïne. Après des mois de délibération, le lieu choisi fut au large des côtes de Tumaco, dans le Pacifique colombien, une zone stratégique et difficile à contrôler en raison de l'immensité de son littoral. Le 25 juillet 2001, l'opération atteignit un moment critique. En haute mer, à près de 1000 milles nautiques des côtes, environ 5 tonnes de cocaïne furent chargées à bord de l'Agios Konstantinos. La manœuvre fut effectuée de nuit, avec une minutie extrême, protégée par l'obscurité et l'immensité de l'océan, empruntant des routes à peine surveillées par les autorités internationales. En août 2001, l'infiltré reçut de nouvelles instructions de Mauricio. Il devait contacter Garcia Arango, l'homme chargé de coordonner la livraison finale de la cargaison en Europe. Tout était prêt. Les pièces s'imbriquaient parfaitement. Le dénouement arriva dans la nuit du 15 au 16 août 2001. En haute mer, les ballots de cocaïne étaient transférés de l'Agios Konstantinos au bateau de pêche Tatiana. Lorsque soudain, l'opération fut interrompue. Des agences internationales firent irruption pendant le transfert, et le Tatiana fut intercepté en eaux internationales, avec des milliers de kilos de cocaïne à bord. L'équipage fut pris de court, sans la moindre possibilité de réaction. Simultanément, en Espagne, Cito Miñanco fut arrêté à Madrid, en compagnie de 3 des membres les plus importants de son organisation. L'homme qui avait échappé aux autorités pendant des décennies tombait à nouveau sous la garde de la police. Dès cet instant, il fut placé en détention provisoire, dans l'attente d'un procès qui allait révéler l'ampleur réelle de son réseau criminel. L'opération internationale de 2001 fut qualifiée de succès sans précédent. La coordination entre la DEA, la police espagnole, la canadienne et d'autres agences de sécurité révéla un niveau de collaboration rarement atteint dans la lutte contre le narcotrafic. Pendant des mois, l'opération avait reposé sur un fragile équilibre entre infiltration, écoute, filature et manœuvres soigneusement planifiées. Ce qui fut découvert allait bien au-delà d'une simple saisie de cargaison. L'enquête mit en évidence l'existence d'une structure criminelle hautement sophistiquée, capable de négocier directement avec les cartels colombiens et d'organiser des opérations transatlantiques avec une précision quasi militaire. En juillet 2004, l'Audience nationale rendit son verdict. Cito Miñanco fut condamné à 16 ans et 10 mois de prison, ainsi qu'à une amende astronomique de 390 millions d'euros. Il ne fut pas seul sur le banc des accusés. 14 autres personnes furent également condamnées pour leur participation à l'opération. Parmi les accusés figurait son propre avocat, Manuel Pérez Lorenzo,
condamné à 1 an et 9 mois de prison pour avoir tenté de dissimuler l'identité réelle du propriétaire du Tatiana. Les peines infligées aux autres prévenus allaient de 1 an et 9 mois à 15 ans et demi de réclusion, assorties de sanctions financières comprises entre 6 300 € et 300 millions. Ce verdict fut, sans aucun doute, l'une des plus grandes victoires judiciaires contre le narcotrafic en Espagne au début du XXIe siècle. Pour beaucoup, il représentait le coup final porté à la figure de Miñanco. Cependant, ceux qui le connaissaient savaient que son histoire ne se terminait jamais par une condamnation. Encore et encore, il avait démontré une capacité inépuisable à se relever. En 2010, Cito Miñanco fut transféré à la prison de Huelva. Officiellement, il ne s'agissait que d'un mouvement administratif au sein du système pénitentiaire espagnol. Cependant, la réalité était tout autre. Depuis sa cellule, Miñanco continuait d'opérer comme si les murs n'existaient pas. Peu après son arrivée, l'agence fiscale espagnole mit au jour un nouveau réseau de blanchiment d'argent, dont le centre névralgique se trouvait en Galice. C'était une trame sophistiquée, soigneusement conçue, qui maintenait son empire financier en vie, alors même qu'il était derrière les barreaux. Les enquêtes ultérieures démontrèrent que, même après les coups judiciaires les plus sévères, Cito Miñanco n'avait jamais perdu le contrôle réel de son organisation. Depuis la prison, il continuait à tirer les ficelles d'une structure sociétaire extrêmement complexe, créée pour dissimuler des fortunes colossales et donner une apparence de légalité à des revenus illicites. L'épicentre de ce réseau se trouvait à Villagarcía de Arousa, une ville côtière qui avait joué un rôle clé dans la contrebande galicienne. Là, des dizaines d'entreprises étaient enregistrées au nom de prête-noms, figurant comme responsables légaux, tandis que dans l'ombre, c'était Miñanco qui prenait toutes les décisions importantes. Ces sociétés se présentaient comme des commerces ordinaires, épiceries de quartier, petites boutiques, cafés, voire agences immobilières. Aux yeux des habitants, elles faisaient partie du tissu économique normal de la ville. Rien ne semblait suspect, mais derrière les vitrines et les comptes bancaires se cachait un engrenage sophistiqué de blanchiment d'argent, mouvements bancaires simulés, prêts croisés entre sociétés fictives, baux inventés, fausses facturations. Chaque opération était minutieusement calculée pour effacer la trace de l'argent sale et le réinjecter dans le système financier comme revenu apparemment légitime. Ce qui surprenait le plus, c'est que tout cela se déroulait alors que Miñanco purgeait sa peine en prison. Depuis sa cellule, il demeurait le cerveau qui dirigeait chaque pièce du jeu. Il utilisait des avocats, des membres de sa famille et des collaborateurs de confiance comme intermédiaires. Les ordres circulaient avec précaution, selon un strict code du silence punissant toute trahison ou fuite d'informations. Pour les enquêteurs, le plus inquiétant n'était pas seulement l'existence de ces structures, mais la normalité avec laquelle elles fonctionnaient. Beaucoup d'habitants ne soupçonnaient même pas que ces commerces, apparemment modestes, faisaient partie d'un engrenage criminel. Le pouvoir de Miñanco ne résidait plus uniquement dans la drogue. Il se trouvait désormais dans sa capacité à s'infiltrer dans le tissu économique et social sans être détecté. Une influence invisible qui le rendait plus difficile à combattre que jamais. Pendant qu'il purgeait sa peine dans une prison du sud de l'Espagne, l'empire économique de Cito Miñanco continuait de générer des bénéfices dans les rues du Nord. Une fois de plus, il devenait évident que le véritable pouvoir ne nécessite pas toujours une présence physique. Il suffit de la capacité de contrôler à distance. En mai 2011, José Ramón Prado Bugaló fut transféré à la prison d'Algeciras. Officiellement, le transfert fut présenté comme un simple ajustement administratif. En réalité, il marquait le début d'un nouveau chapitre, dans lequel son influence, loin de s'éteindre, allait de nouveau se manifester. Ce transfert ne changea rien à sa situation réelle. Jusqu'alors, ses passages par différents établissements pénitentiaires n'avaient jamais réussi à rompre complètement ses connexions. Son nom continuait d'apparaître dans des enquêtes en cours, et son réseau restait actif à l'extérieur. À peine un mois après son arrivée, le 10 juin 2011, un événement surprenant se produisit. L'Audience nationale lui accorda un permis pénitentiaire de 3 jours. L'étrangeté ne résidait pas seulement dans la décision, mais dans le fait que ce même permis avait déjà été refusé en première instance. Les motifs initiaux étaient pourtant clairs. Il existait un risque élevé de fuite et, de plus,
Des soupçons fondés persistaient quant au fait que Mignanco continuait à se livrer à des activités criminelles, même depuis la prison. Malgré cela, un rapport rédigé par la prison de Huelva, où il avait été détenu auparavant, le décrivait comme un détenu au bon comportement. Ce document fut suffisant pour que le tribunal revienne sur sa décision. Ainsi, le narcotrafiquant le plus célèbre de Galice put sortir, ne serait-ce que pour quelques jours, et goûter à la liberté. Le plus préoccupant ne fut pas seulement la décision judiciaire, mais aussi ce qui fut découvert ensuite à propos de ce qui se passait derrière les murs de la prison. Pendant son séjour à la prison de Huelva, Mignanco ne fut jamais soumis à des écoutes téléphoniques. Malgré sa classification comme détenu, FIES, c'est-à-dire inscrit au fichier spécial de surveillance réservé aux criminels les plus dangereux et surveillés d'Espagne. Cette omission souleva de graves soupçons, et ces soupçons furent bientôt confirmés. Le 20 et 1 décembre 2011, le directeur de la prison de Huelva, Francisco Sanz, fut révoqué de ses fonctions pour perte de confiance. Les enquêtes révélèrent qu'il avait reçu des cadeaux de narcotrafiquants, notamment 2 véhicules haut de gamme de marque Mercedes-Benz, en échange de faveurs et de conditions privilégiées accordées à certains détenus. L'affaire ne révéla pas seulement un épisode isolé de corruption, mais démontra à quel point l'influence du narcotrafic pouvait pénétrer les institutions, affaiblissant les mécanismes de contrôle censés contenir les criminels les plus dangereux. L'affaire de Huelva montra jusqu'où le pouvoir économique du narcotrafic pouvait s'infiltrer et corrompre même les institutions créées pour le contenir. L'accès à des privilèges, les rapports favorables et l'absence de contrôle strict n'étaient pas le fruit du hasard. Ils étaient la preuve que Cito Mignanco conservait son influence intacte, même dans les lieux où il était censé être le plus surveillé. Le scandale pénitentiaire de 2011 ne fut pas un simple épisode isolé. Il mit en lumière les failles structurelles du système carcéral espagnol, où l'argent du narcotrafic ne se contentait pas d'acheter des silences ou des faveurs, mais ouvrait parfois la porte à des privilèges inédits, voire à des libertés temporaires. Depuis sa cellule, Mignanco continuait à tirer les ficelles. Au lieu de le contenir, le système semblait céder dans ses points les plus vulnérables. En février 2018, son nom revint avec force dans les titres de la presse. Mignanco, connu dans le milieu criminel sous le surnom de « Bugo », fut arrêté une nouvelle fois. L'arrestation eut lieu à Algeciras, la ville où il résidait sous un régime de semi-liberté, qui lui permettait de dormir en prison mais de circuler librement durant la journée. L'opération fut décrite par les autorités comme un coup direct au cœur d'un réseau international de narcotrafic. Selon les enquêtes, Mignanco était le principal responsable d'une organisation qui distribuait de la cocaïne à grande échelle vers des destinations stratégiques d'Europe, parmi lesquelles l'Italie, l'Albanie et les Pays-Bas. L'opération ne le toucha pas seul. Plus de 20 personnes furent arrêtées, toutes considérées comme des éléments actifs au sein de la structure criminelle. Ce qui attira le plus l'attention, cependant, fut la présence de membres de sa propre famille sur le banc des accusés. Des personnes qui, pendant des décennies, étaient restées dans l'ombre. Parmi les accusés figurait sa première épouse, Maria Rosa Puzo, sa sœur, Josefa, et sa fille, Rosa Maria. L'apparition de son entourage le plus proche mit en lumière la première famille de José Ramón Prado Bugalo, jusqu'alors restée discrète, loin des projecteurs médiatiques. La figure de Maria Rosa Puzo s'avéra centrale pour les enquêteurs. Bien qu'elle se soit séparée de Mignanco en 1982, elle finit par assumer des fonctions dans des entreprises liées à la structure économique du trafic. En 1987, elle prit la direction de la société Inmobiliaria San Saturnino S.L., une entreprise qui, pendant des années, fut soupçonnée d'être impliquée dans le blanchiment d'argent. Les enquêtes révélèrent qu'entre 1988 et 2007, la société Inmobiliaria San Saturnino S.L. avait été liée au supposé blanchiment de plus de 10 millions d'euros, des fonds qui, selon les enquêteurs, proviendraient directement des opérations internationales de Cito Mignanco. Ce qui apparaissait désormais clairement, c'est que l'empire de Mignanco ne reposait pas uniquement sur des hommes de confiance ou des associés criminels. Il impliquait également son entourage le plus intime, des personnes qui, volontairement ou non, avaient contribué à maintenir en vie une structure financière de dimension colossale.
Bien que Maria Rosa Puzo ait révoqué les pouvoirs légaux de Cito en 1989, la justice conclut qu'il continuait à gérer les mouvements financiers dans l'ombre. Les années démontrèrent que cette séparation n'avait pas rompu entièrement les liens avec son réseau économique. En 2019, après un long et complexe procès, Maria Rosa fut condamnée à 4 ans de prison et à une amende de 6 millions d'euros pour blanchiment de capitaux. Par la suite, la Cour suprême confirma la sentence, bien qu'elle réduisit la peine à 3 ans et 6 mois de prison et l'amende à 5 millions d'euros en appliquant la circonstance atténuante de lenteur excessive du processus judiciaire. Enfin, en juin 2022, elle entra en prison pour purger sa peine. L'ampleur de l'héritage de Mignanco devint encore plus évidente lorsqu'une de ses filles, Rosa Prado Puzo, fut elle aussi condamnée pour blanchiment d'argent. Le parquet affirma qu'elle avait agi comme prête-nom, aidant à légitimer des biens acquis avec des fonds illicites. Elle fut initialement condamnée à 4 ans de prison et à une amende de 6 millions d'euros. Cependant, la Cour suprême réduisit la peine à 3 ans et 3 mois de prison et l'amende à 4 millions d'euros, invoquant à nouveau les retards du processus judiciaire. La participation de Rosa Prado Puzo démontra que l'héritage du narcotrafic ne se limitait pas à la figure de Cito Mignanco. Le réseau avait atteint jusqu'à sa descendance, montrant comment les conséquences de cet empire s'étendaient à la génération suivante. La justice tourna également son attention vers Josefa Puzo Navazas, sœur de Maria Rosa, et par conséquent, ex-belle-sœur de Mignanco. Elle fut poursuivie pour blanchiment de capitaux, en raison de plusieurs propriétés enregistrées à son nom, supposément acquises avec de l'argent provenant du narcotrafic. Le parquet la désigna comme membre du groupe qui aurait aidé Mignanco à dissimuler sa fortune grâce à des achats immobiliers enregistrés au nom de tiers. En première instance, elle fut condamnée, mais en avril 2021, la Cour suprême l'acquitta. La haute juridiction conclut qu'il existait des doutes raisonnables quant à son implication directe, et que les preuves présentées ne permettaient pas de prononcer une condamnation ferme. L'affaire mit en évidence que le réseau de Cito Mignanco ne reposait pas seulement sur des partenaires criminels ou des collaborateurs fidèles. Il atteignait également son propre cercle familial, brouillant les frontières entre la vie privée et l'activité délictueuse. C'était un héritage transmis de génération en génération, laissant derrière lui une traînée de procès, de condamnations et de fortunes dissimulées. Dès les premiers temps de la contrebande, José Alberto Aguín Magdalena, plus connu sous le nom de El Rubio de Ayos, devint l'un des hommes de plus grande confiance de Mignanco. Tous deux partageaient la même ambition et une vision du business dépassant les rias galiciennes. Leur relation n'était pas celle de simples associés occasionnels. C'était une alliance forgée dans la clandestinité, renforcée par des décennies de collaboration mutuelle. En 1988, ils fondèrent ensemble la société Olba S.L., une entreprise qui, sur le papier, se consacrait à des investissements légaux. Grâce à elle, ils achetèrent des terrains stratégiques face à la plage de Montalvo, à Songsenxo, l'une des zones les plus convoitées de la côte galicienne. En apparence, il s'agissait d'un investissement légitime, mais les soupçons ne tardèrent pas à surgir. Pour les enquêteurs, derrière cette façade immobilière se cachait un mécanisme de blanchiment d'argent où projets urbanistiques et acquisitions légales servaient à donner une apparence de légitimité à des fonds issus du narcotrafic. El Rubio de Ayos ne tarda pas à faire face à la justice. Après l'opération Nécora, il fut condamné pour recel, à une peine initiale de 4 ans de prison. Par la suite, cette peine fut portée à 9 ans, bien que le tribunal constitutionnel la réduisit ultérieurement. Loin de se retirer, son nom réapparut dans la célèbre affaire de Pontevedra, où le parquet demanda 6 ans de prison pour son rôle dans le réseau de dissimulation de capitaux illicites liés à Mignanco. L'histoire de Cito Mignanco ne peut être comprise uniquement à travers sa figure centrale. Son pouvoir s'est maintenu grâce à une structure de confiance méticuleusement tissée. Son épouse, sa fille, sa belle-sœur et son associé n'étaient pas de simples compagnons de route. Ils étaient des rouages essentiels, à des degrés divers, d'un système évoluant toujours à la limite de la loi, mais sous une façade constante de l'égalité. Le plus surprenant, cependant, ne surgit ni des bilans financiers, ni des témoignages judiciaires. Il fut découvert lors d'une perquisition policière dans sa propre maison.
Là, les agents trouvèrent un dossier plastifié contenant le scénario complet de la série Farinha, la production télévisée d'Antena 3 inspirée du narcotrafic galicien et de personnages comme lui. Cette découverte déconcerta tout le monde. Cette copie du scénario, entre les mains de Miñanco, avant même que la série ne soit diffusée au public, semblait représenter bien plus qu'une simple curiosité. C'était comme s'il avait voulu anticiper son propre portrait dans la culture populaire, lire sa légende avant de l'avoir transformée en fiction télévisée. Pour les enquêteurs, le fait qu'il détienne ce scénario était une preuve de son obsession de contrôler chaque détail de son histoire, y compris la manière dont elle serait racontée devant des millions de spectateurs. C'était comme s'il voulait devancer son propre mythe, surveiller la construction de son personnage avant que l'écran ne l'immortalise. Musique, plus tendue, ambiance carcérale. Quelques semaines plus tard, Miñanco réapparut dans les rapports du centre pénitentiaire pour un fait insolite. Il avait tenté d'introduire 6 000 € en liquide dans la prison. Les fonctionnaires conclurent qu'il ne s'agissait pas d'argent pour son usage quotidien, mais d'un geste symbolique. Selon les rapports, son objectif était d'affirmer son territoire et de réaffirmer son statut face aux autres détenus. Le message était clair. Peu importe le nombre de fois où il serait arrêté ou condamné, à l'intérieur ou à l'extérieur de la prison, Cito Miñanco trouvait toujours le moyen de rappeler qui il était. Aujourd'hui, à plus de 70 ans, José Ramón Prado Bugallo n'a pas abandonné le gouvernail. Pour certains, il reste le narco qui domina la Galice dans les années 1980. Pour d'autres, l'homme qui ne se retira jamais vraiment. Et les faits récents semblent confirmer cette dernière vision. En 2025, son nom résonna à nouveau avec force dans les tribunaux. Le procès de l'opération Mito, considéré comme l'une des enquêtes antidrogue les plus ambitieuses de la dernière décennie, vient de s'achever. Après 32 audiences tenues pendant 4 mois intenses, le procès se conclut avec Miñanco et plus de 50 accusés sur le banc. L'accusation était claire: avoir tenté d'introduire plus de 4000 kilos de cocaïne en Europe par le biais d'un réseau ayant des ramifications aux Pays-Bas, en Italie, en Albanie et en Espagne. Selon le parquet, derrière cette structure internationale se trouvait une seule tête visible: Cito Miñanco. C'est pourquoi le ministère public ne fit aucune concession dans ses conclusions. Dans l'opération Mito, l'accusation fut implacable. Le parquet demanda pour Miñanco une peine de 30 et 1 an et demi de prison, accompagnée d'une amende avoisinant les 950 millions d'euros pour trafic de drogue, blanchiment de capitaux et falsification de documents. Le processus, cependant, fut loin d'être simple. Depuis son ouverture, en novembre 2024, l'audience nationale se transforma en un véritable champ de bataille. La défense dénonça des irrégularités dans les écoutes, des infiltrations douteuses et des erreurs dans les rapports de police qui, selon elle, contaminaient les preuves présentées. En janvier 2025, Miñanco rompit le silence. Il envoya une lettre dans laquelle il refusait de témoigner et affirmait que toute la procédure était, selon lui, entachée d'irrégularités. Cette décision provoqua la suspension temporaire du procès, plongeant la procédure dans l'incertitude. Quelques mois plus tard, lorsque le procès reprit, Miñanco prit la parole devant les juges. C'est alors qu'il prononça une phrase qui glaça la salle. « Ils veulent me condamner parce que je m'appelle Cito Miñanco, même s'ils savent qu'ils ne peuvent rien prouver. » L'accusation, toutefois, demeura ferme. Pour le parquet, Miñanco avait fait du narcotrafic son mode de vie permanent, sans jamais montrer de volonté de réhabilitation ni de réinsertion. Même son avocat, Gonzalo Boye, fut placé sous surveillance. Le ministère public demanda contre lui 9 ans et demi de prison pour présumé blanchiment de capitaux. On dit que, malgré le passage des années, Miñanco conserve encore son sang-froid, que depuis sa cellule, il garde le respect de ceux qui le connaissent pour une raison essentielle: il n'a jamais trahi personne. Car, même si cela peut sembler un récit de fiction, Cito Miñanco reste une réalité bien vivante. Et en 2025, son histoire n'a pas encore écrit son dernier chapitre. Clôture du documentaire. La trajectoire de José Ramón Prado Bugallo, alias Cito Miñanco, est l'histoire d'un homme qui commença comme jeune pêcheur de coquillages à Cambados et finit par devenir l'un des trafiquants de drogue les plus influents d'Europe. Un parrain invisible,
capable de défier les institutions pendant plus de 40 ans, et dont le nom, encore aujourd'hui, continue d'apparaître dans les tribunaux. Son histoire reflète non seulement l'évolution d'un individu, mais aussi les transformations du crime organisé en Espagne et dans le monde, et comment le pouvoir du narcotrafic peut s'étendre au-delà des frontières et du temps. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers la vie de Cito Miñanco. Si ce documentaire vous a intéressé, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes consacrés au crime organisé et à ses protagonistes. À l'écran, vous pouvez voir une autre vidéo recommandée qui, sans aucun doute, retiendra votre attention.